qui revient à la sécurité juridique dans notre pays. Et une notion a été mise sur la table tout à l'heure, c'est la révolution du droit des sociétés. Moi, je ne crois pas. Je ne crois qu'à la révolution des intérêts de l'État. Et je me pose aussi la même question qui a été posée par le professeur Félix. Pourquoi ce timing pour faire sortir la SAS? Il y a quelque chose qui est derrière. Et ce sont les choses que les juristes, on doit s'intéresser à la question. Parce que le pouvoir juridique et le pouvoir du gouvernement, c'est le pouvoir qui régule le droit. Il a un timing, il a un agenda. Donc il y a quelque chose qui est derrière. Et à mon sens, la SAS, elle est là pour répondre à un besoin de conglomérat, de groupe, plus que de répondre à autre chose. Et c'est là que j'interpelle l'ensemble des étudiants qui font aujourd'hui le droit, qui seront demain les spécialistes du droit, d'accord, d'avoir une rétrospective par rapport à la question, de réfléchir aux lois, à la lecture des lois, à l'analyse des lois, par un œil d'expert pour disséquer, pour voir ce qu'il y a derrière. Pourquoi la SAS? Pourquoi la SARL? Pourquoi la SA? Jamais notre gouvernement n'a mis en place un système d'études empiriques par rapport à ces sociétés. Quel est l'impact? Le gouvernement en 2019 il s'est engagé à chaque fois qu'il propose une loi, de mettre une étude d'impact. Il n'a jamais respecté. Et donc, parce qu'une loi, ce n'est pas un papier. Une loi, c'est des centaines de milliers d'heures de travail et ce sont des milliards qui sont dépensés. Ça, c'est le SGG, c'est les départements ministériels, c'est les experts, c'est les réunions, et tout ça, c'est le Parlement. Et tout ça, ça coûte de l'argent pour l'État. Donc, si on a aujourd'hui cette SAS, pour répondre à quel besoin juridique? Est-ce qu'il y a des intentions qui sont affichées? On n'en sait rien. À mon sens, il faut que les étudiants puissent, et je m'adresse plus aux étudiants, de réfléchir sur cette question de la sécurité juridique d'un autre point de vue. D'accord? La logistique, qui fait la logistique aujourd'hui? Comment on l'a fait? Pourquoi on l'a fait? Pourquoi la SAS? Pourquoi il faut attendre des textes d'application, des décrets d'application pour compléter la loi? Pourquoi on a fait sortir cette loi alors qu'on était en pleine pandémie? Mais on le sait aujourd'hui. Le code d'investissement vient d'être approuvé et validé par le Conseil, par le Parlement. Parce qu'on est en train de préparer, de baliser le terrain, parce qu'on a besoin d'investissement. Parce que si on parle de la SAS ou n'importe quelle autre forme juridique, ce sont que des dispositifs d'accompagnement. Et quel est l'objectif principal? C'est de booster l'investissement. C'est de mettre la croissance, le plein emploi, et tout ça, de drainer des investissements, et de permettre aux investisseurs de retrouver des formes juridiques sur lesquelles, d'accord, ils vont avoir une certaine sécurité. C'est ça ce qui est important de lire entre les phrases d'un texte de loi. Et donc, pour ne pas monopoliser plus de... J'avais une intervention qui est un peu plus technique, puisque ça a été dit par les collègues, j'ai voulu partager avec vous cette réflexion. Et je crois qu'on doit d'abord remercier notre président pour l'initiative de cette rencontre, de cette table ronde, sur un thème qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est surtout pour une association qui vient de voir le jour. Et j'espère que demain, les membres de l'association seront plus nombreux avec des étudiants qui vont obtenir leur doctorat. Et je crois, Madame la Présidente, ce sera vraiment très intéressant d'entendre les étudiants, d'accord, d'échanger avec eux, parce que l'échange, il ne peut être effectué que dans les deux sens. De l'échange n'est la lumière. Effectivement. Ben, merci. Merci beaucoup, cher Alès, pour ton éclairage transversal, toujours très intéressant. Effectivement, il y a une série de questionnements à se poser, et j'invite toujours les étudiants à ne jamais lire le droit uniquement de manière technique, toujours prendre le temps d'interroger les facteurs économiques, les facteurs sociaux, les facteurs politiques derrière le mouvement du législateur finalement. Alors, je vais donc me reporter au conseil de professeur Sereni et ouvrir donc le débat. Et j'invite également le doyen honoraire professeur Jacques Mestre d'interagir. On vous écoute, cher Jacques. Si vous souhaitez intervenir et partager avec nous
vos lumières, tout simplement, ainsi que Maître Perrin. Donc on vous écoute et les étudiants sont là pour interagir avec vous, justement. La parole est à vous, cher Jacques. Est-ce que le doyen maître nous écoute? Maître Louis Perrin, vous souhaitez peut-être intervenir? Vous nous écoutez? Oui, je vous entends. Je dois dire que le son était un peu coupé sur les dernières minutes. C'est peut-être pour ça que le professeur Mestre a le même problème que moi. Mais je vous ai entendu, donc merci beaucoup. J'ai trouvé que vos échanges étaient passionnants. Et je voudrais juste livrer deux notations avec le recul de l'expérience française, encore une fois. Le succès de la SAS, je crois que c'est le succès d'un moment économique. C'est le moment où les marchés financiers ne sont plus si pertinents pour financer les sociétés et où le capital investissement est au contraire le facteur principal de financement de nouvelles. Alors apparemment, on a peut-être un problème de connexion. Fonder l'alliance entre les entrepreneurs et les investisseurs. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire, c'est tout au long de ton histoire, la SAS a connu certains doutes, certaines inquiétudes. Est-ce que c'est pas dangereux de laisser tellement de liberté aux associés fondateurs? Et alors j'aimerais beaucoup avoir l'avis du professeur Mestre sur ce point, mais regardez, on a 1 200 000 SAS en France maintenant, je dis le professeur Mestre. Et donc, on a peut-être 4 ou 5 cas reportés jusqu'aux juridictions les plus élevées, où on a eu des fraudes, corrigées d'ailleurs par le juge. Est-ce que 5 cas de fraude sanctionnés sur 1 200 000 SAS, est-ce qu'il faut le voir comme un épouvantail qui doit faire peur, ou au contraire comme le fait que ça fonctionne bien, mais dans l'immense majorité des SAS créés, qui remplissent donc tout à fait leur but, donner plus de liberté, plus d'efficacité, avec des risques, ma foi, pas bien pires que dans les autres formes de société. Voilà, c'était les deux notations que je voulais vous livrer et laisser à votre débat, bien sûr. Oui, si je peux, je rebondis sur ce que vient de dire Pierre-Louis Perrin, qui me paraît tout à fait exact. Je pense qu'effectivement, comme il l'a bien montré, comme d'ailleurs les exposés marocains l'ont même montré, la SAS permet de faire du sur-mesure. Et je pense que mon âge me permet d'avoir le recul suffisant pour dire combien en droit des sociétés c'est appréciable que juridiquement on puisse finalement rédiger les statuts pour répondre à un projet, pour répondre à une situation particulière, pour prendre en compte des circonstances particulières. Moi, j'ai appris le droit des sociétés à la faculté comme étudiant au lendemain de la grande loi française de 1966. Mais précisément, j'ai souvenir que cette loi, qui était quand même pour l'essentiel une loi d'ordre public, conduisait à avoir dans le droit des sociétés un droit impératif, un droit rigide, qui globalement ne passionnait pas les étudiants et n'intéressait pas tellement les professionnels qui étaient amenés à prendre la plupart des modèles sociaux organisés par la loi tels quels, sans pouvoir les adapter aux cas particuliers qui leur étaient soumis par leurs clients. Alors pourquoi en est-on venu à la SAS? Parce que cette rigidité, petit à petit, à partir des années 85-90, est apparue difficilement supportable. On a vu apparaître à ce moment-là notamment les pactes d'actionnaires. Et puis, à un moment donné, le législateur a été conscient que s'il ne prenait pas davantage les choses en main, et s'il n'offrait pas un type sociétaire susceptible de répondre précisément aux besoins précis des professionnels, les sociétés allaient se localiser à l'étranger. On est quand même arrivé dans les années 90 à voir des sociétés françaises constituer leur filiale commune aux Pays-Bas,
en Hollande, parce que le droit hollandais offrait la liberté que le droit français ne procurait pas. Et on a même vu des sociétés étatiques françaises aller constituer leur filiale commune à l'étranger. Alors, le législateur français n'a pas voulu à nouveau renouveler ce qui s'était déjà produit quelques années auparavant avec des opérations de portage qui, faute d'être accueillies là aussi par le droit français des affaires, allaient se localiser au Luxembourg et en Suisse. Et donc, le législateur français, dans un premier temps, de manière, j'allais dire, un peu timide, en entourant la nouvelle forme sociétaire d'un certain nombre d'exigences, a quand même introduit la SAS. Et puis, au fur et à mesure, effectivement, comme vient de le dire Maître Perrin, il s'est aperçu que les modes de régulation, notamment judiciaires, fonctionnaient bien, que la liberté était quand même une liberté encadrée, et à travers précisément une jurisprudence qui s'est progressivement constituée et qui continue de se constituer. La semaine dernière, il y a eu un arrêt, par exemple, de la Chambre commerciale qui est venu dire que les pactes d'actionnaires extra-statutaires dans une SAS ne pouvaient pas porter atteinte à des dispositions statutaires expresses. Donc, il y a toujours ce souci de canaliser la liberté, mais la liberté peut quand même s'exprimer, et grâce à des praticiens de haut niveau de droit des sociétés, on a aujourd'hui en France incontestablement un succès de la SAS. Si 2/3 des nouvelles sociétés se créent sous cette forme, c'est parce que les praticiens ont confiance en elles. Et les interventions qui ont eu lieu au cours de ce colloque, je dirais du côté marocain, sont elles-mêmes très, très rassurantes. On voit des praticiens de très haut niveau qui maîtrisent très bien les concepts du droit des sociétés, qui voient très bien comment la SAS peut correspondre à des besoins précis dans le domaine familial, dans le domaine des groupes de sociétés. Donc, je pense qu'on a tous les matériaux pour que, aussi en droit marocain, demain, la SAS connaisse le succès qu'elle a connu en France, et que la SAS aussi puisse rayonner dans des relations franco-marocaines. Parce que, j'avoue, je le redis publiquement, avoir été vraiment très impressionné en juin dernier par mon déplacement au Maroc. Je n'étais pas venu dans ce pays depuis une quinzaine d'années. J'ai trouvé un pays en plein dynamisme économique, qui est manifestement en Afrique, est une tête de pont incontestable, qui a un potentiel considérable pour passer pas mal de temps en Afrique de l'Ouest. Je vois combien le Maroc, aux yeux de nos amis de l'Afrique de l'Ouest, représente un modèle économique et donc aussi un modèle juridique. Et donc je pense aussi que la France, c'est aussi l'intérêt de ce partenariat qui a été créé entre l'Association marocaine des docteurs en droit et la FDD. Je pense que la France est très intéressée aussi par des actions avec le Maroc, et que la SAS peut être un superbe vecteur, précisément, de joint venture entre nos deux pays. Donc je pense que vraiment ce colloque de ce matin est très riche, très prometteur, et je me réjouis très vivement de pouvoir y participer grâce à vous. Je vous remercie très sincèrement, cher doyen Jacques Mestre, de vos encouragements, de votre analyse, de votre appui. Et vraiment, c'est un honneur pour la toute jeune Association marocaine des docteurs en droit de ce partenariat, d'avoir réussi à nouer ce partenariat avec la plus, j'allais dire, prestigieuse AFDD. Et puis, on souhaite à l'avenir pouvoir essaimer bien au-delà des frontières marocaines, et surtout j'allais dire, en pensant aux pays du continent, qui expriment également une forte appétence quant à ce genre de structure. Et puis, je réitère la volonté de l'association, la volonté de la faculté de travailler en étroite collaboration avec les éminents membres de la FDD. Je vous remercie encore une fois, cher doyen Jacques Mestre. Alors,
Bien sûr, je vous écoute, chers étudiants, nos intervenants vous écoutent. Professeur Laoufé, vous souhaitez intervenir quelques mots, s'il vous plaît, sur... s'il vous plaît. On est très heureux de votre présence et on voudrait avoir votre éclairage. Je sais que vous, la SAS vous parle. Je suis venu ici pour participer en tant que spectateur et j'étais ébahi par tous nos intervenants. C'était vraiment excellent. Je vous en félicite tous pour votre esprit scientifique, pour les praticiens avec leur participation dans le domaine de la pratique et qui nous ont vraiment éclairés dans ce domaine, parce que nous sommes toujours dans les balbutiements du droit de SAS, que je considère personnellement que c'est une nouvelle société, que ce n'est pas une réforme de la Lex SAS, loin de là. Celle-là, elle a été abrogée, ça fait une chasse. Au point que j'ai proposé à ce que la loi sur les SA, que ce soit qu'on corrige ça et que ça devienne la loi sur la SA. La SAS qui était la société anonyme par action. Il y a une autre société qui a intégré les autres sociétés à l'instar de la société par action simple, la société en commandite par action, d'accord, avec ses propres règles, qui puise aussi, comme l'ont dit les maîtres ici, qui va viser ces règles et de toutes les autres lois, que ce soit du DOC, que ce soit de la loi sur la SA, que ce soit des autres sociétés, mais elle aura un avenir vraiment prometteur, et ça je l'assure. Et je vous en félicite encore une fois, bravo. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci, cher professeur. Alors, merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des... Enfin, je suis sûre qu'il y a des questions. Donc, à vous la parole. Qui souhaite interagir avec nos intervenants? Des participants extrêmement éminents qui peuvent justement éclairer les questions que vous posez. Donc, n'hésitez pas à poser les questions qui vous paraissent même les plus élémentaires. On vous écoute. Voilà, qui va... J'ai juste une question pour M. Sarine. Vous avez parlé de la pratique et du législateur. Mais j'ai une question par rapport à Sa Majesté à donner des instructions pour qu'on booste l'investissement privé. Et aussi par rapport à la nouvelle charte nationale d'investissement et le nouveau modèle de développement. Est-ce que vous pensez que la SAS va donner ce boost que le roi parle depuis 2 années? Ouais, j'ai une question, mais j'ai peur que ce soit un peu hors sujet. Quand on parle de la SAS, on parle de la souplesse, de la liberté, de la simplification. Mais est-ce que cette simplification se manifeste au niveau de la fiscalité? Vous posez la question du statut fiscal en réalité. Oui, est-ce que c'est aussi ça au niveau fiscalité ou... Il n'y a pas de régime fiscal dédié à la SAS, mais en tout cas, la question est très intéressante, elle n'est pas du tout hors sujet. Merci. Oui, ça va. Je me présente tout d'abord, Oussama Chkout, doctorant en 2e année de droit privé. Donc, avant toute intervention en question, je dois remercier ma chère professeure Delma pour cette organisation et à travers elle la jeune association marocaine des docteurs en droit et le département du droit privé pour la tenue de cette rencontre et ces journées très pertinentes qui touchent un sujet qui s'impose dans la sphère du droit des affaires en général et droit des sociétés en particulier. Les questions que j'avais avant la journée étaient suffisamment abordées et répondues par les différentes intervenants, soit ici en présentiel ou en distanciel.
Par contre, j'ai une question qui a été posée par une collègue qui n'a pas pu donc venir pour des raisons sanitaires. Je la cite la question. Vu la méfiance de certains entrepreneurs vis-à-vis de la SAS, est-ce qu'on peut donc céder aussi facilement les actions de cette société? La question a été adressée à Mme Sibel. Merci Oussama. D'autres questions? Et tous les professeurs, M. Fali, M. Salami, également M. Ophir qui vient de côté. Nous inviter. Tous les invités, bien sûr. M. Jacques Mestre, M. Alain. Ma question, c'est que, bien sûr, cette réforme législative bien sûr, porte vers l'encouragement de l'investissement, comme vous l'avez expliqué. Mais comment le législateur a réglé les problèmes et les dangers que peuvent porter cette réforme, notamment concernant le pacte actionnaire, comme on l'a cité, et les autres techniques connues dans les sociétés par exemple. Merci. Madame Ilham Qassimi, je suis doctorante en droit privé des affaires. Je remercie tous les intervenants, je remercie nos invités français qui ont enrichi cette matinée. Moi, c'est plutôt une réflexion qu'une question. Moi, je rejoins l'idée que la loi ne vient pas du hasard, du simple hasard. Certainement qu'il y a une volonté politique. J'ai écouté tout à l'heure Maître Nasseri qui avait cité le point sur le pourcentage des TPE dans le paysage entrepreneurial marocain. Pour atteindre les 90%, je dirais plutôt que c'est une option d'inclure ces TPE dans le paysage tout d'abord juridique, pour la traçabilité, pour la bonne gouvernance, pour la gouvernance d'abord et aller vers la bonne gouvernance, mais certainement pour qu'il y ait une traçabilité et qu'il y ait bien sûr une contribution fiscale pour rejoindre l'idée de ma collègue. Et je dirais aussi que parmi les formes incitatives, il doit y avoir d'autres incitations, parce que si on a 90% de TPE, il y a aussi beaucoup de TPE qui ne durent pas très longtemps, qui ne restent pas au-delà d'une année. Cette forme familiale qu'on voudrait aujourd'hui migrer vers une SAS, vers une forme juridique avec des organes, avec de la gouvernance, avec de la traçabilité, avec de l'intéressement aussi, et avec un code d'investissement qui va inciter, il faut aussi qu'il y ait des mesures d'accompagnement sous forme de financement, parce qu'on sait que ces entreprises familiales, justement, rencontraient beaucoup de problèmes au niveau du financement. Si c'est des entreprises familiales, c'est aussi des entreprises qui comptaient sur le financement propre. Voilà, je vous remercie. En réponse à la question de l'étudiant, il a parlé de modèle de développement, du code d'investissement. Les logiques sont différentes. Donc on parle du texte et du contexte. Sa Majesté n'a cessé d'avancer des idées structurantes pour l'État, l'État de droit. Le Royaume aujourd'hui s'inscrit dans une dimension régionale et internationale. D'accord ? Sa mouvance économique et toutes les réformes que le Royaume aujourd'hui a entrepris, c'est dans une certaine logique d'avoir plus de croissance, le plein emploi, de drainer des investissements, que ce soit au niveau national ou bien au niveau international. Le code d'investissement, c'est une plateforme juridique pour permettre à cadrer ces opérations. Il faut mettre une matrice pour les investisseurs pour que l'État puisse répondre à l'ensemble des besoins des investisseurs étrangers. Un investisseur ne vient pas au hasard au Maroc. Un investisseur, lorsqu'il choisit le Maroc en tant que destination, d'abord sur la base des rapports internationaux, de la Banque mondiale,
le FMI, l'OCDE, l'Union européenne, par rapport à notre climat d'affaires. Ils vont pas, on n'est plus à l'ère de faire de l'étude de marché pour qu'on puisse s'installer. Et dans cette logique, il faut qu'on ait les outils nécessaires de la sécurité juridique pour permettre, pour garantir à l'ensemble des investisseurs qui vont trouver, c'est-à-dire ce qu'ils cherchent au Maroc. Et donc, la SAS, aujourd'hui, est à un niveau plus inférieur. C'est-à-dire que c'est une forme juridique qui est là pour apporter un besoin à l'investisseur, qu'il soit à un niveau national ou international. La question que je posais tout à l'heure, c'est pourquoi la SAS aujourd'hui? On sait très très bien que le Maroc a braqué ses projecteurs, son orientation vers d'autres pays, avec de la coopération stratégique avec les États-Unis, avec Israël. C'est-à-dire pour diversifier ses partenaires stratégiques, ils sont à la recherche de nouvelles formes juridiques. Pourquoi on ne s'est pas intéressé au modèle américain, par exemple, pour dire qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles formes qui vont mettre à profit un besoin de la part des investisseurs. Pourquoi la SAS? Et c'est vraiment la question. Ce n'est pas que la SAS est mauvaise, non, pas du tout, loin de moi. Mais je me pose des questions. Pourquoi un timing aujourd'hui, à la veille de le vote du code d'investissement, c'est que le pouvoir juridique aujourd'hui, et lorsque je dis le pouvoir juridique, je ne parle pas du pouvoir législatif, je parle du gouvernement qui a ce pouvoir entre les mains, qui régule ce pouvoir selon ses besoins. Et tout à l'heure, ça a été avancé par le professeur Kabadi, qu'à l'époque, c'était Mounahfi al-Alami, qui était derrière la réforme. Lorsqu'il était président de la CGM, il a repris le flambeau au niveau lorsqu'il était ministre du Commerce et de l'Industrie. Et aujourd'hui, on est en face d'une nouvelle forme et on se pose beaucoup de questions sur cette forme. Est-ce qu'il va avoir le même élan qu'il a eu en France, ou bien est-ce qu'il y a une méconnaissance de cette forme juridique au Maroc? Est-ce qu'il va répondre ou ne pas répondre? On n'en sait rien. Parce qu'aucune étude d'impact n'a été faite et le gouvernement a failli à ses obligations par rapport à ça. Parce qu'il y a une obligation pour le gouvernement, à chaque fois qu'il présente une loi, de nous présenter une étude d'impact bien avant même qu'on mette la loi ou le projet au niveau des circuits décisionnels. Et ça, pour moi, c'est une défaillance de notre système juridique, malheureusement. Ça n'a rien à voir avec, je ne parle pas de la forme, mais je parle d'une manière générale par rapport à l'ensemble de la trame juridique du royaume. Il faut qu'on fasse les choses aujourd'hui autrement qu'on faisait ça avant. Et aujourd'hui, le besoin, il est là. On doit le cerner d'une manière intelligente. Et c'est pour ça que j'ai interpellé les étudiants qui sont dans un processus d'apprentissage, d'avoir un œil critique par rapport à l'ensemble des lois. Et c'est pour ça que j'ai toujours appelé mes étudiants à lire les lois, à les analyser, à avoir un diagnostic par rapport à ce qu'ils peuvent apporter. Et ça, c'est très, très important. Donc, je crois que la SAS, c'est un moyen pour répondre à un besoin dans un contexte plus important, qui est le nouveau modèle de développement. D'accord, ce modèle de développement, il trace la trame pour les 20 prochaines années, à l'aube de 2035, parce qu'un pays ne se gouverne pas, d'accord, par des idées comme ça, mais ça se gouverne par une vision stratégique et par des orientations stratégiques. Et ça ne peut se faire que dans cette logique. Et le Maroc s'est inscrit, d'accord, dans cette dimension depuis l'intronisation de Sa Majesté. Le premier modèle de développement qu'a connu le Maroc, c'est le rapport du cinquantenaire, qui a tracé la trame pour les 25 prochaines années, et le souverain est revenu à la charge 10 ans après pour dire arrêtez, le modèle s'est essoufflé, et on vous demande, aux forces vives de la nation, de repenser ce modèle, et c'est aujourd'hui le nouveau modèle de développement qui a été adopté et qui peut-être, ça va être pour 10 ans, 15 ans, tout dépendra, d'accord, de l'évolution qu'est le royaume par rapport à son environnement, son écosystème géopolitique. Merci, cher professeur Serrani, pour
véritablement on va dire, ce rapport conclusif par rapport à la thématique d'aujourd'hui qui est très technique et vous lui avez offert justement cet éclairage transversal qui appartient beaucoup plus à la politique macroéconomique qu'à l'éclairage technique juridique à proprement parler. Donc ça permet justement aux étudiants de se projeter, de prendre du recul et de comprendre que le juriste, quelle que soit sa technicité, doit toujours intégrer donc des paramètres autrement plus transversaux, plus larges, pour comprendre de manière critique les lois, tout simplement. Alors pour répondre à la question d'Oussama très rapidement, parce que je sais que les étudiants ont un cours là tout de suite, l'intérêt de la société par action simplifiée, c'est qu'elle permet justement une très grande liberté et notamment la possibilité de verrouiller complètement le capital. Donc il y a moyen de faire appel à toutes les techniques juridiques habituelles en matière justement de configuration des actions pour permettre de sécuriser les investisseurs et donc pour garder une stabilité au niveau du capital et surtout une stabilité au niveau du pouvoir de décision. Donc c'est un instrument qui est très rassurant pour la répartition du pouvoir de décision et les praticiens, à la fois Maître Belhoussine et Maître Nasseri, l'ont très bien exposé, l'ont très bien démontré dans leurs différents exposés. Donc je remercie le doyen Jacques Mestre pour sa présence, pour les efforts qu'il a déployés pour la réussite donc, de ce premier événement organisé par l'Association marocaine des docteurs en droit. Je le remercie pour son soutien, pour son intérêt. Je remercie Maître Pierre-Louis Perrin pour la qualité de la lumière qu'il a projetée sur la société par action simplifiée, par le partage de l'expérience française, à la fois jurisprudentielle et légale. Je remercie le maître Célèbre Nasseri d'avoir répondu présente, Maître Belhoussine également. Je remercie mes collègues, chef de département, professeur Ali Akali, mon cher Anas Selreni, vice-président et membre fondateur de l'Association marocaine des docteurs en droit, et professeur au maître Kavadi, qui nous a fait l'honneur et le plaisir de nous accompagner malgré son agenda extrêmement chargé et qui a partagé avec nous des idées qui, en tout cas pour ma part, ont été extrêmement intéressantes. Je remercie un grand merci très sincère au comité organisateur et estudiantin, avec à sa tête Oussama, Hamza, Sabrine et puis tous les responsables, les délégués, Lina et Kautal exactement, qui s'investissent beaucoup dans la réussite de nos événements. Donc je remercie tous les étudiants et tous les étudiants pour leur présence attentive, les doctorants pour leur déplacement, pour la qualité des éclairages qu'ils ont partagés avec nous. Et je vous dis à très vite dans une autre rencontre scientifique au cours du droit.